Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette 8e édition des rendez-vous Océan et Climat, des événements organisés avec les membres de la plateforme Océan et Climat. Alors, dans le cadre des rendez-vous Océan et Climat, nous nous sommes déjà intéressés à des sujets tels que les aires marines protégées, le lien entre pêche et changement climatique, la décarbonisation du transport maritime ou encore l'éolien en mer. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à un nouveau sujet, à savoir les enjeux de connaissance autour de l'océan profond. Donc, pourquoi l'océan profond en particulier? Nous avons fait ce choix parce que bien que l'océan profond représente plus de 68% de la surface de la Terre et 95% du volume de l'océan, il reste pourtant largement méconnu. On connaît cette fameuse phrase qui nous dit qu'on connaît mieux l'océan profond, on connaît mieux la surface de Mars que l'océan profond. Nous allons voir si c'est le cas ou pas aujourd'hui. Donc l'océan profond, en effet, on a une profondeur moyenne de 3800 mètres et une profondeur maximum qui descend jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. C'est la célèbre fosse des Mariannes qui se situe dans le Pacifique Nord-Ouest. Et du coup, on peut facilement imaginer que l'exploration dans l'océan profond n'est pas chose aisée. Et pourtant, les enjeux de connaissance, ils sont colossaux. Donc l'océan profond, c'est le plus grand réservoir de biodiversité sur la Terre. Il nous fournit de nombreux services, à la fois aux sociétés humaines, mais aussi pour l'ensemble du vivant. Il joue notamment un rôle majeur dans l'atténuation du changement climatique par la séquestration de la chaleur et du CO2 d'origine anthropique. Mais l'océan profond représente également de nombreux enjeux géopolitiques. Donc, c'est un petit peu pour aborder l'ensemble de ces sujets qu'on organise ce rendez-vous Océan Climat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par plusieurs membres de la POC. Je vous remercie d'avoir répondu présente et présent à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons avoir la chance de bénéficier de vos expériences, de vos expertises pour plonger progressivement dans les grands enjeux de l'océan profond. Alors, je vais rapidement présenter les intervenants. Donc, pour une immersion dans les 200 premiers mètres de l'océan, nous entendrons dans un premier temps Guylain Bardou, directeur des expéditions à Under the Pole. Ensuite, nous aurons Marie-Françoise Lalancette, directrice de recherche et innovation au CHUM, qui viendra nous en dire plus sur les actions que le CHUM met en place pour l'océan profond et notamment sur la cartographie des fonds marins. Nous continuerons ensuite notre descente vers les profondeurs avec Nadine Lebris, professeure à Sorbonne Université et chercheuse à l'unité mixte CNRS Sorbonne au laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques. Et enfin, nous clôturerons cette session de présentation par une intervention de Ludovic Frère-Escoffier, responsable du programme Vie des océans au WWF France, qui viendra nous exposer la position du WWF sur l'océan profond et notamment sur la proposition de moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Alors, pour le petit point logistique, vous pouvez poser des questions dans l'interface questions et réponses que vous trouvez en bas à droite de votre écran, et ce, tout au long de la conférence. Vous pouvez également utiliser le chat si vous préférez, et puis voilà, poser des questions soit à tout le monde, soit à certains panélistes, si vous en jugez nécessaire. Pour information, donc on aura 45 premières minutes qui seront consacrées à des présentations de nos panélistes et ensuite on gardera du temps pour répondre justement à ces questions et avoir une session d'échange et de discussion un petit peu plus libre. Et la dernière information, c'est que cet événement est enregistré et sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de la plateforme Océan et Climat. On vous partagera le lien à l'issue de l'événement. Donc, sans plus attendre, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à nos experts du jour. Et on va commencer par Guylain. Donc, Guylain, tu es explorateur, mais aussi directeur des expéditions à Under the Pole. Et Under the Pole, c'est un programme d'exploration sous-marine qui allie recherche scientifique, innovation et sensibilisation. Donc, j'aurai plusieurs questions pour toi, mais la première est, donc Under the Pole, c'est spécialisé dans la plongée en eau profonde, entre 0 et 200 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi s'intéresser à cette zone et peux-tu nous décrire, pour commencer, les sensations de la plongée en eau profonde, histoire de nous mettre un petit peu dans le bain? Alors, bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Merci à la plateforme Océan Climat de nous donner l'occasion d'échanger sur le sujet aujourd'hui. Alors d'abord, les sensations en plongée, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que c'est l'origine d'un programme d'Under the Pole, c'est l'origine des programmes scientifiques sur lesquels on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la passion d'abord
pour un univers qui a attisé notre curiosité depuis qu'on est enfant, l'océan, l'océan sous-marin, son approche en plongée, passion en fait que j'ai développée, mais que plus généralement beaucoup de ceux de l'équipe ont développé depuis de longues années. Les sensations, elles sont magiques. En particulier à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs, parce que c'est littéralement la sensation de pénétrer un monde parallèle, ou même plutôt, je dirais, des mondes parallèles, au fur et à mesure qu'on descend. Les dernières années, on a travaillé beaucoup en Polynésie française sur un programme scientifique que j'évoquerai par la suite, d'IPOP, avec le CRIOB, avec le CNRS. On a réalisé plus de 1000 plongées profondes dans ce cadre-là. Et je dis souvent qu'en descendant, on a vraiment l'impression de passer d'un monde à l'autre. Entre 0 et 20 mètres, c'est très différent de ce qu'on va trouver entre 20 mètres et 40 mètres, qui est très différent de ce qu'on va trouver entre 40 mètres et 60 mètres, et ainsi de suite vers les profondeurs. On a vraiment un étagement de la lumière, un étagement de la diversité, un étagement de la densité des espèces, et c'est vraiment un voyage en fait entre la surface, un monde qui n'est pas fait pour nous, mais un monde qu'on arrive à explorer, à pénétrer furtivement grâce à la technique, grâce à la technologie, grâce à l'expérience. Voilà. Donc j'aurais rêvé d'aller dans l'espace. C'est un parallèle, je pense, qui est très noble, qui est très beau, mais l'océan, pour le coup, est beaucoup plus accessible et fournit des sensations, je pense, qui sont certainement comparables à certains points de vue. Ok, merci beaucoup. Et alors, pourquoi cette zone, du coup? Pourquoi voilà, ça, entre c'était 0 et 200 mètres? l'autre question. Pourquoi la zone mésophotique? Pourquoi cette zone dans laquelle on s'est spécialisé depuis quelques années, donc, que les scientifiques appellent la zone mésophotique. En anglais, on appelle souvent la Twilight Zone, ou en français, encore une fois, la zone crépusculaire. C'est une zone qui est juste un petit peu au-delà des premiers mètres, des premières dizaines de mètres. Alors, souvent, on dit c'est en dessous de 30 mètres jusqu'à 100 mètres, 200 mètres. En fait, ça va dépendre d'où on se trouve, dans quel bassin océanique. La définition, la caractérisation de cette zone ne sera pas forcément la même dans une eau polaire ou dans une eau tropicale, par exemple. Mais on va dire que c'est cette zone qui commence un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein, pour faire un rapide rappel de l'exploration sous-marine humaine en plongée, c'est quelque chose qui est très récent finalement. Hein. Le détendeur qui a généralisé, qui a fait naître finalement vraiment la plongée, c'est dans les années 40, Cousteau-Gagnan. On se rappelle tous de l'Odyssée Cousteau qui a bercé plusieurs générations pendant quelques décennies, voilà, qui a vraiment été une exploration, mais c'est pas si loin, on l'a connu. Et finalement, pendant toute cette époque, il y avait un verrou technique, technologique qui faisait que c'était quand même des zones très difficiles d'accès. Et donc, on s'est davantage tourné vers ce qu'on voyait immédiatement. Je crois que c'est encore une fois Cousteau qui disait qu'on aime ce qu'on protège. Non, pardon, on protège bien ce qu'on aime, je veux dire, c'est l'inverse. Par extension, on a tendance à protéger, je pense, ce qu'on arrive à voir, ce qu'on arrive à percevoir. C'est plus palpable. Et de fait, ne serait-ce que quand on est en surface, qu'on met la tête dans l'eau, on voit un certain nombre de choses. Et forcément, c'est d'abord intéressé à ça. Et plus les technologies, plus les techniques évoluaient, plus on a pu aller voir un petit peu plus loin par différents moyens. Aujourd'hui, ce qui est remarquable, je dirais, depuis quelques années, 10 ans, 20 ans, c'est qu'on est à un tournant, justement, en tout cas pour mon domaine, celui de l'exploration en plongée des océans, en plongée humaine. Il y a un tournant technologique qui fait qu'il y a des verrous qui aient empêché l'homme, le biologiste, de descendre dans les profondeurs, des verrous qui ont sauté. Et donc, en fait, ça révolutionne complètement notre capacité d'étude, notre capacité de pénétration de l'océan pour l'étudier. Et de fait, ça ouvre la porte à une connaissance nouvelle avec beaucoup de questions et au fil des études, des réponses. Et derrière tout ça, globalement, et je pense que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus aussi, un intérêt majeur pour cette zone mésophotique.
Merci beaucoup. Et justement, du coup, la spécialité d'Under the Pole, c'est la plongée humaine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir envoyer des êtres humains à cette profondeur plutôt que des robots? Quelle est la plus-value, entre guillemets, de cette plongée humaine? Je pense qu'il faut voir l'homme comme un acteur qui a des capacités euh, qui sont exceptionnelles et qui ne peuvent pas être substituées de manière systématique par la technique ou la technologie. Euh, de la même manière que certaines techniques de sondage à distance, les robots, les sous-marins, les techniques de cartographie vont nous permettre de porter un regard sur certaines zones de l'océan, chose qu'on ne pourrait pas faire. Je pense que l'homme a toute sa place parce que l'homme a un cerveau qui a des capacités qui sont inégalées, on va dire. Il est capable d'une diversité d'actions en même temps. Il est capable d'une analyse. Il est capable, il a des sens en fait. Il a une perception de son environnement par le regard, par l'ouïe, par le toucher, une faculté de prélèvement en fait qui le rend tout simplement irremplaçable. Et donc il a toute sa place. Voilà, quand on fait descendre un biologiste dans l'océan, en fait, le retour, il est immédiat en termes de compréhension, d'analyse, de rapidité de mise en œuvre, par exemple, ou d'adaptation d'un programme. Voilà. Donc, je pense que la grande leçon de tout ça, c'est que effectivement, dans cette zone accessible à l'homme en plongée, du moins, l'homme a toute sa place. Et tout le reste, les robots, les sondages à distance, en fait, c'est des outils complémentaires. Et finalement, c'est en utilisant l'ensemble de ces outils, je pense qu'on peut arriver à acquérir la connaissance la plus complète et la plus juste de ces écosystèmes sous-marins qui sont juste sous la surface, à l'échelle des océans. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Mais alors, du coup, on imagine que plonger en eau aussi profonde, techniquement, ça ne doit pas être très évident pour un humain. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Quel est le défi technique pour vous de descendre à des profondeurs pareilles? Alors là, la difficulté de la pénétration humaine dans les océans, c'est les difficultés de la plongée. L'homme n'est pas un poisson, l'homme est un mammifère terrestre, et donc si on peut descendre, si on est accepté, toléré, un temps court dans les océans, ça peut être quelques heures, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ça va dépendre de la profondeur, ça reste un milieu qui n'est pas fait pour nous. Alors la technique, la technologie, les scaphandres, les moyens de propulsion, les moyens de positionnement, voilà, il y a tout un tas d'innovations technologiques aujourd'hui qui nous permettent d'y séjourner un temps relativement long, avec efficacité, mais se posera toujours le problème de la sécurité, de la décompression en particulier. Ce n'est pas une science exacte. Néanmoins, l'homme peut plonger durablement dans les océans, mais ça nécessite pour cela des techniques, des technologies, des moyens de surface, des équipes importantes, et puis un travail de collaboration important aussi, je pense, entre plongeurs, marins, scientifiques, et évidemment, toujours avec un regard, une grande vigilance sur les questions de décompression et de sécurité. Oui, je veux bien te croire. Ça ne doit pas être chose aisée. Tu nous as parlé tout à l'heure un peu du programme Deep Hope. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quels étaient les objectifs de ce programme et qu'est-ce que vos plongées, justement, vous ont permis d'apprendre dans le cadre de ce programme? Deep Hope, ça a été un tournant pour Under the Pole parce que ça a été la première fois qu'on a travaillé sur une collaboration scientifique majeure avec le CNRS, avec des chercheurs. Je mentionnerai en particulier donc Laetitia Edouin, qui est à l'origine de ce programme, chercheuse au CNRS et au CRIOB. L'objectif, c'était de s'intéresser aux récifs coralliens profonds, aux coraux de la zone mésophotique, qui sont finalement le premier maillon en fait de la vie. C'est des habitats qui sont fixés sur le fond et autour duquel vont se développer des écosystèmes qui peuvent être extrêmement riches.
Comme je le disais en introduction tout à l'heure, on connaît très bien les récifs coralliens plus proches de la surface, jusqu'à 10 mètres, jusqu'à 20 mètres, voire jusqu'à 30 mètres, parce que d'abord, et en particulier dans les zones tropicales, l'eau étant claire, c'est vrai qu'on voit cette zone pratiquement depuis la surface. Et donc, depuis toutes ces décennies, les récifs coralliens ont été largement étudiés. Par contre, en dessous de 30 mètres, et d'autant plus qu'on s'enfonce dans les profondeurs, la donne change totalement. L'idée, c'était de s'intéresser justement à ces récifs coralliens profonds, à essayer de comprendre quelles étaient les règles qui les régissaient, quelle diversité allions-nous rencontrer, est-ce qu'il y avait une diversification géographique ou en termes de profondeur, hein, quels seraient les liens? En fait, c'était une approche qui visait à décloisonner quelque part la connaissance, c'est-à-dire ne pas voir la zone proche de la surface et puis une autre zone un peu plus profonde et ainsi de suite, mais d'aborder les choses un peu comme une continuité. Et la continuité d'ailleurs avec notre approche, ce sera en particulier celle de certains des intervenants aujourd'hui pour aller encore au-delà. Mais donc pour en revenir à cette zone mésophotique et le programme d'IPOP, voilà, une vision globale des coraux profonds et essayer de comprendre comment ils vivent, comment ils vivent, comment ils peuvent être menacés et éventuellement même comment ils peuvent se reproduire d'une profondeur à une autre, voire d'un lieu géographique à un autre. D'actualité, hein, on voit que ça fait partie des écosystèmes largement menacés par les effets du changement climatique. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ces découvertes, entre guillemets, sur des coraux profonds sont assez récentes et font quand même avancer les choses, notamment sur notre connaissance quant à leur capacité de résilience face aux impacts cumulés. Tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être juste pour illustrer ce que je viens de dire, je mentionnerai deux résultats scientifiques qui sont tout à fait remarquables et caractéristiques, donc ont été publiés suite à l'année dernière et cette année, suite à cette étude d'IPOP sur les coraux profonds. La première, c'est que la diversité corallienne la plus importante ne se situe pas proche de la surface, mais plutôt entre 40 et 60 mètres, soit en plein dans la zone mésophotique. Ça, c'est quelque chose qui est surprenant, parce que quand on pense récif corallien, on a tendance à penser que la plus grande diversité se situe au contraire plus proche de la surface. En termes d'espèces de coraux, c'est faux, c'est beaucoup plus profond. La deuxième chose qui est ressortie de cette étude, c'est que le blanchissement corallien, qui est quand même un des enjeux majeurs en ce qui concerne la pérennité des récifs coralliens dans le monde, il est beaucoup moins impactant dans la zone mésophotique qu'il ne l'est proche de la surface, là où on a beaucoup plus de mortalité. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, quand on combine ces deux résultats scientifiques, en tout cas pour la Polynésie française, on se rend compte que d'abord, il y a plus de diversité. Ensuite, elle est, entre guillemets, davantage à l'abri, en tout cas, des hausses de température durables qui tuent les coraux proches de la surface. Donc, derrière vient la question, l'hypothèse, en tout cas, du refuge. Et finalement, par extension, cette question du refuge, on peut l'appliquer aux coraux, mais ne serait-elle pas aussi valable pour d'autres espèces? Et encore une fois, tout ça, ça nous conduit à selon évidemment l'ensemble des conclusions des scientifiques, à la nécessité en fait de poursuivre ces études, parce que ce qu'il en ressort, c'est que notre compréhension de cette zone mésophotique, notre connaissance, elle est finalement balbutiante, alors que ces écosystèmes pourraient jouer un rôle fondamental dans l'écologie globale de cette zone mésophotique, mais plus généralement, cette zone 0-200 mètres des océans. Et justement, d'ailleurs, c'est une des nouvelles missions d'Under the Pole, puisque dans le cadre de votre programme Deep Life, je crois que vous vous intéressez spécifiquement aux forêts animales sous-marines. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que c'est qu'une forêt animale sous-marine et quels sont les nouveaux écosystèmes emblématiques auxquels vous allez vous intéresser jusqu'à 2030? Deep Life, effectivement, c'est un programme qui suit d'IPOP, qui est né de nos discussions, et puis avec les scientifiques, et puis plus tard des résultats scientifiques
qui, comme je viens de le dire, ont démontré l'intérêt de pousser les études, la connaissance de cette zone mésophotique, parce que clairement, elle a un rôle à jouer dans la conservation de, de, de ces écosystèmes. Deep Life, c'est une extension de Deep Hope, hein, c'est-à-dire qu'après s'être intéressé aux coraux profonds, en tissant le fil, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent pour l'ensemble finalement des espèces de nos littoraux jusqu'à ces profondeurs importantes. Alors ça peut être les poissons, ça peut être les gorgones, ça peut être les éponges, et finalement, c'est l'ensemble de l'écosystème. On va l'étudier, on va s'intéresser à ces écosystèmes à travers une thématique, les forêts animales marines, un projet donc, qui a été proposé par Laetitia Edouin et Lorenzo Parmenti, qui sont tous les deux chercheurs au CNRS. Derrière eux, c'est tout un consortium scientifique et c'est un programme, effectivement, vous l'avez dit, qui va s'inscrire jusqu'en 2030 parce que il s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Les forêts animales marines, c'est vraiment une analogie qui est très intéressante avec finalement les forêts terrestres. On a tous en tête l'image des forêts tropicales, qui sont des havres de biodiversité, que ce soit dans la canopée avec des oiseaux, plus bas avec des insectes, dans les sous-bois avec des petits rongeurs et autres qu'on va pouvoir rencontrer. Et finalement, cette biodiversité, si on coupe les arbres, elle peut s'effondrer, disparaître, laisser place à un désert. C'est exactement la même chose qui va se passer sous la mer, au-delà de quelques dizaines de mètres, au-delà de la zone qui voit un développement principal d'algues, par exemple, avec la photosynthèse, et passer un certain niveau de profondeur, ces algues vont être remplacées par d'autres animaux fixés sur le fond. C'est ce qu'on appelle, par exemple, des gorgones ou des coraux, qui, à partir d'une certaine densité, vont faire émerger en fait les mêmes propriétés que les forêts à terre. Une densité qui va finalement servir d'abri, de refuge pour d'autres espèces, que ce soit des espèces fixées au fond ou des espèces mobiles comme les crustacés ou les poissons. Ce qui est très intéressant, c'est que scientifiquement, l'étude de ces forêts sous-marines, elle peut s'appuyer sur tout un tas de techniques qui ont été appliquées depuis très longtemps sur les forêts à terre. Et finalement, donc, on part d'une connaissance qui est déjà existante, de techniques d'expérimentation qui sont déjà éprouvées, qu'on va simplement transposer dans le milieu sous-marin. Alors, le programme, on travaille dessus depuis 2 ans. La première mission a eu lieu ce printemps au Spitsberg, sur l'île du Spitsberg, au Svalbard. Et dans quelques jours, on part pour les Canaries pour la deuxième mission. Le bateau est parti hier, vous voyez, donc c'est vraiment une actu fraîche. En matière dans les 200 premiers mètres de l'océan profond. On pourra repasser à une session d'échange après les interventions respectives. Je propose maintenant de donner la parole à Marie-Françoise Lalancette. Alors, Marie-Françoise, bienvenue. Merci d'être ici. Donc, vous êtes directrice recherche et innovation au CHOM. Donc, le CHOM, l'acronyme pour Service hydrographique et océanographique de la marine. Marie-Françoise, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu pourquoi le CHOM s'intéresse à l'océan profond et quelle mission est-ce que le CHOM poursuit en matière de développement des connaissances sur l'océan profond et notamment en matière de cartographie? Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci Anaïs de me donner l'occasion de présenter les travaux du CHOM. Et je voudrais partager mon écran, là, on n'avait dit pas trop de diapos, mais pour donner une idée un petit peu des zones finalement qu'on a à cartographier. En fait, vous voyez là un petit peu ma diapo, donc le CHOM, c'est un établissement public administratif, c'est plus un service directement de la marine depuis 2007, et il a pour mission de décrire, de prévoir l'environnement marin pour répondre à 3 besoins. Les politiques publiques de la mer et du littoral, un soutien très fort à la navigation maritime, c'est-à-dire que les bateaux naviguent en sûreté, en sécurité, et à ce titre représente la France donc, à l'Organisation hydrographique internationale
et un soutien, bien sûr, aussi à la défense nationale. Alors, je vous ai mis un petit peu pas mal de cartes là sur la diapo. On sait que la France a une zone économique exclusive très, très grande grâce à ses outre-mer, hein. Et donc, vous voyez, tout en rose, là, eh bien, c'est toutes les zones sur lesquelles, en fait, nous devons acquérir une connaissance et nous pouvons aussi, pour mieux comprendre, hein, ce qui se passe, que ce soit sur le relief, mais aussi sur la colonne d'eau. Et en dessous ici, là, je vous ai mis la petite carte, on voit Madagascar et vous voyez que ça peut devenir assez immense, hein, quand on voit Crozet, Kerguelen, avec les zones économiques exclusives, l'extension de nos zones qui sont soit adoptées, soit quand c'est en pointillé, revendiquées, mais pas encore reconnues, hein, par les pays frontaliers. Donc, on voit qu'il y a des enjeux géostratégiques très importants, hein, simplement dans la reconnaissance de nos limites maritimes. Alors, on a aussi euh, des zones de responsabilité cartographique vis-à-vis des pays qui n'ont pas les moyens ou pas, pas suffisamment de navires ou pas de services hydropropres, hein. Et c'est ce que vous voyez sur la carte, là où j'ai mis zone de responsabilité cartographique. Donc, soit on a des arrangements bilatéraux, soit dans le cadre de l'Organisation hydrographique internationale, en fait, on exerce l'autorité cartographique dans ces pays-là. Alors, vous voyez, il y a pas mal en Afrique de l'Ouest, Madagascar, la Syrie, le Liban, Djibouti. Donc, vous voyez, il y a quand même encore pas mal de pays, hein, pour lesquels nous devons établir une cartographie et en tout cas assurer le premier besoin de la navigation maritime dans ces zones. Alors, vous voyez que là, ça adresse à la fois du profond et à la fois du petit fond. Donc, si on se focalise sur le grand fond, bah, vous voyez que là, en métropole, on a notre plateau continental de 0 à 200 mètres, et puis ensuite, eh bien, on va vers le grand fond, en Atlantique, et puis en Méditerranée, on est tout de suite, hein, dans le fond. Et la défense nationale, ici, vous voyez donc une carte avec pas mal de rectangles de couleurs différentes. Et en fait, c'est toutes les zones sur lesquelles nous pouvons et nous devons intervenir ou cartographier pour tel et tel besoin de la défense. Alors, vous voyez que finalement, on a à la fois cet objectif, on va dire, de navigation maritime qui fait que logiquement, on ne devrait cartographier que dans les zones où on a énormément de transport maritime, hein. Donc, on connaît bien en métropole, eh bien, tout l'accès, hein, de la Manche, hein, le rail d'Ouessant, etc. Bon, bah là, il faut connaître effectivement dans les zones de responsabilité française. Il faut assurer la sécurité de la navigation dans nos ports, dans tous nos abords, en fait, de côte. Mais on a aussi, et ça, c'est pas forcément si simple de le conduire, hein, à l'année longue, eh bien, cette responsabilité sur des zones beaucoup plus profondes. Voilà. En effet, ça fait un sacré territoire à observer, à monitorer. Mais alors, comment, du coup, vous avez une mission de cartographie, en effet, des fonds. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel outil est-ce que vous avez à votre disposition? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Ouais, cet alors, aspect-là? le CHUM dispose des bateaux, d'un certain nombre de bateaux qu'on appelle des bateaux hydrographiques et océanographiques, qui sont financés par la Marine nationale. Donc, en partie par la Marine nationale, on a pour l'instant, on va dire, quelques bateaux petits fonds, hein, plutôt qui assurent le côtier, avec des vedettes hydrographiques à bord. Et on a actuellement, on dispose de notre navire amiral, le Beautemps-Beaupré, qui est un petit peu plus petit que le Pourquoi pas, on va dire, et qui est partagé, hein, aussi avec la flotte océanographique française. En partie, on a un certain nombre de jours qui sont pour des objectifs plus scientifiques, et puis un certain nombre de jours pour une grande partie pour la Marine nationale et aussi pour
le programme national d'hydrographie, hein, sur lequel, hein, on réalise tous nos levées. Et puis, on a aussi accès au pourquoi pas, puisque la Marine nationale a aussi financé, hein, une partie du pourquoi pas. Donc, on se partage, on va dire, les moyens hauturiers avec la flotte océanographique française. Et pour les moyens plus côtiers, là, on a nos propres outils, on va dire, mais qui arrivent en fin de vie, alors que je reparlerai certainement sur l'avenir. D'accord, merci. Et du coup, très concrètement, comment est-ce qu'on mesure en fait ces profondeurs? Comment est-ce qu'on fait pour cartographier? Quelles Ouais. techniques vous utilisez? Alors, en fait, je vais vous repartager. Moi, j'aime bien, c'est vrai, parler sur sur des images, mais en gros, voilà, si vous voyez la diapo, là, je vous ai mis tout un tas d'outils. Et l'outil majeur, c'est le sondeur multifaisceau que vous voyez sur la droite. Là, en fait, c'est un sondeur qui envoie une image, qui envoie une onde acoustique sur le fond, qui se réfléchit sur le fond et qui revient au bateau. Et donc, avec ça, on peut mesurer la profondeur, hein, du fond. Alors, autrefois, on avait ce qu'on appelait des sondeurs monofaisceaux. On éclairait finalement une zone très petite. Maintenant, on les appelle multifaisceaux parce qu'un bateau va couvrir quelques kilomètres de chaque côté, hein, de sa route, et il va pouvoir finalement imager quelques kilomètres carrés de fond, dont l'extension, en fait, cette extension-là varie selon la profondeur. Et donc, on voit que les outils se sont bien améliorés, mais ils se sont améliorés depuis 20 ans, en gros, 20-30 ans, hein. Donc, on passe, on dirait que là, actuellement, on a vraiment une accélération du besoin de connaissances et de compréhension. Et les outils, ils ont quand même un peu suivi. Alors, nous, on utilise ces sondeurs multifaisceaux donc, sur des bateaux de surface, hein. Et puis, on a aussi développé alors des techniques sur de lidar aéroporté pour les zones proches des côtes et puis les zones suffisamment claires, avec une eau suffisamment claire pour que, en fait, là, c'est du lidar, c'est du laser, hein, et donc il faut que le laser passe dans la colonne d'eau et puisse se refléter aussi sur le relief, mais là, il faut que l'eau soit très claire. Donc ça, c'est des technologies qui vont être valables plutôt outre-mer, hein, où on peut avoir des fonds assez grands, hein, au-delà et sur lesquels ça peut éventuellement marcher. Ensuite, on a les satellites, mais là, on est moins dans la précision que dans une cartographie un petit peu globale. Voilà, un peu pour répondre aux outils actuels, hein. Des technologies, c'est une grande aide, en tout cas, pour pouvoir mieux Ouais. cartographier. Et pour rebondir un petit peu sur ce que je disais en introduction, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, seul 5% de l'océan est connu? Est-ce qu'on a raison de continuer à utiliser ce chiffre qu'on utilise tous à droite et à gauche? Alors, en fait, on connaît l'océan, c'est compliqué parce que on connaît effectivement pas bien l'océan à une résolution spatiale, c'est-à-dire on ne va pas connaître tous les détails de l'océan. On connaît très bien l'océan, mais à 4, 5, voire une dizaine de kilomètres de résolution, c'est-à-dire un point, en gros, tous les 10 kilomètres grâce aux satellites. Ça, on connaît à peu près. Mais on voit bien que ça lisse énormément. C'est-à-dire que vous allez passer à côté si on prend l'analogie avec la Terre, hein, vous allez passer à côté d'une rivière, d'une fosse, enfin, vous ne le verrez pas forcément sur les images satellites, hein, ou des monts sous-marins qui sont très riches sur les écosystèmes, par exemple, hein, donc pour la biologie, etc., les biomasses, c'est très important. Donc, effectivement, on a une idée de la morphologie de l'océan. Et après, si on veut vraiment cartographier un peu plus précisément l'océan, on en connaît, alors on va dire, à un point, tous les kilomètres, on n'en connaît que 22%. Donc, ce n'est pas énorme. C'est pas énorme, on en a encore beaucoup à apprendre. Et là, je vais encore vous embêter en vous partageant mon écran, mais
je pense que c'est important pour les chiffres ici, là. J'avais mis un petit tableau que j'espère, voilà, ici. Et si vous regardez le petit tableau du milieu, là, en anglais, en fait, on voit que si on s'intéresse hein, aux profondeurs supérieures à 3000 mètres, eh bien, Je ne voulais pas vous couper, mais on voit juste un écran bleu là. ah, zut, damned. Attends, alors, bah sinon, hop, attends, je vais essayer de. Est-ce que là, vous voyez? Oui, là c'est bon, on voit un tableau bleu. Ah, super, excusez-moi. Donc, en fait, c'est quand même assez intéressant parce que là, on voit que, en gros, dans les fonds hein, supérieurs à 3000 mètres, eh bien, il faudrait, si on voulait vraiment cartographier hein, avec une résolution hein, simplement kilométrique, il faudrait encore 188 années hein, pour un bateau hein, avant d'y arriver. Et ce qui est d'ailleurs, pour rebondir sur le premier intervenant, là, sur Guilain, en fait, entre 0 et 200 mètres, il faudra encore, on voit que là, ça sera encore beaucoup plus long, hein, puisque pour connaître les petits fonds, eh bien, il nous en faudrait plus de 600 ans hein, pour connaître correctement les petits fonds. Donc, on voit que réellement, il y a un enjeu de cartographie qui est très, très important hein, sur l'océan en entier. Hein, puisque les services hydrographiques, ils vont, depuis plus de 300 ans, ils ont travaillé sur les zones de trafic, de transport maritime, de trafic maritime. Ensuite, on a eu des zones un peu plus d'études hein, à des fins d'extension du plateau continental, à des fins. Alors, on a des zones comme ça où on connaît un petit peu mieux, hein, à laquelle on va dire aller peut-être au kilomètre près. Et puis, ensuite, il y a des zones qui ont été explorées pour la recherche, mais là, c'est des timbres-postes à l'échelle de l'océan, où là, vous allez vraiment bien connaître, ça va être métrique et vous allez pouvoir cartographier les coraux. Donc, vous voyez que le travail est immense, en fait. Hein. C'est complètement fou, en fait, si on veut vraiment hein, réussir à connaître notre environnement océanique. Et là, je parle que de la cartographie du relief, mais pour connaître le relief, il faut connaître aussi la colonne d'eau, c'est-à-dire il faut connaître la célérité du son dans l'eau pour les ondes acoustiques. Et ça, bah, c'est pareil, hein, il faut avoir tous les moyens de mesure hein, disponibles. Quoi. 5% de l'océan, il reste encore pas mal de boulot pour vraiment Ah oui, comprendre. oui, ça c'est clair. Hein. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Françoise. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Si ça vous convient, on les adressera une fois que les présentations seront terminées. Ouais, parce que en fait, je voulais terminer justement pour dire que. Alors attends, je ferme ici. Là. C'est que en fait, bah, c'est un peu ce que j'avais sur la diapo, mais on a vu le coût d'un bateau océanographique. Hein. Ça coûte en gros hein, entre 60 000 et 1 million d'euros hein, par mois. C'est énorme. Donc, si on ne mutualise pas les efforts, alors il y a des mutualisations qui existent au niveau international, bon, on va dire des grands programmes hein, qui peuvent être financés par, par certains États au niveau européen, mais même au niveau français, il faudrait vraiment, si on veut accélérer en fait cette connaissance et cette compréhension, il faudrait vraiment mutualiser les objectifs des campagnes, faire des campagnes d'observation multiparamètres, organiser les infrastructures nationales, ce qui se fait un petit peu, mais on a toujours une différence entre recherche et opérationnalisation. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, dans les modèles de prédiction, Météo France va faire des prévisions, par exemple. Météo France a besoin, pour certaines prévisions, de l'état de mer, hein, donc de la connaissance du relief pour faire des modèles, etc. Et ça, c'est de l'opérationnel. Il faut que ce soit tout le temps fourni hein, en temps réel, etc., ou semi-réel. Et puis,
il y a le temps de la recherche. Et en fait, souvent, mais partout c'est comme ça, en France aussi, on met une limite entre la recherche et puis l'opérationnel. Et en fait, là, peut-être qu'il y aurait plus de liens à trouver pour pouvoir répondre finalement aux deux besoins, aux deux enjeux, quoi. Voilà. Voilà, merci. Donc, plus de coopération internationale Ouais. pour faciliter Mm. une meilleure connaissance du profond. Ça va aussi dans le sens de ce que disait Guylain Ouais. avant sur la nécessité, en tout cas, de pouvoir voilà, confronter la recherche scientifique avec l'exploration, avec différents corps de métier pour pouvoir être le plus juste possible quand on parle d'océan Tout à profond. fait, tout à fait. Eh bien, ça me fait une super transition pour donner la parole à Nadine. Donc Nadine, alors tu es professeure à Sorbonne Université et chercheuse à l'unité mixte CNRS Sorbonne, plus spécifiquement au laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques. Tu fais notamment partie des auteurs des derniers rapports du GIEC, et notamment des parties sur l'océan profond. Donc le GIEC, quand même une sacrée bande internationale de scientifiques qui décident de se mettre ensemble pour faire avancer la science. Je pense que c'en est quand même un bon exemple. Tu as notamment participé à la partie sur l'océan profond du volume 2 du 6e rapport général du GIEC qui est paru au début de cette année. Alors, j'ai une première question déjà, comme ça, pour continuer notre plongée. Jusqu'où tu es déjà descendue, Nadine, dans les profondeurs de l'océan? Ah, le micro est coupé. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai eu l'occasion de plonger dans des submersibles, des sous-marins grande profondeur français et américains jusqu'à 2600 mètres de profondeur sur les dorsales. Donc, on est loin des fosses et on est même loin des plaines abyssales, entre 5000 et 6000 mètres. On est déjà très, très loin de la surface aussi, à 2500 mètres. Il faut 1 heure pour descendre, voire un peu plus même. Voilà, donc j'ai eu l'occasion en effet d'aller quelques fois au fond de l'océan et maintenant on utilise beaucoup les robots. Donc on ne descend plus, mais par l'intermédiaire des robots opérés, au bout d'un câble, on peut travailler sur le fond tout en restant sur un bateau. Voilà, c'est ce qui tend aujourd'hui à être plus utilisé que les sous-marins habités, entre guillemets. Cette entrée en matière, oui, au-delà de 2000 mètres de profondeur, ça doit être une sacrée expérience. Alors, je disais juste avant que tu faisais partie des auteurs du GIEC sur les éléments relatifs à l'océan profond. Donc, ma première question sera la suivante. Tout simplement, pourquoi le GIEC s'intéresse-t-il à l'océan profond et quel est le lien en fait entre océan profond et système climatique? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Alors, bon, en fait, les océanographes s'intéressent à l'océan profond parce que c'est le réservoir de chaleur, en fait. Et là, en tous les cas, la circulation des masses océaniques sur la surface, puis ensuite qui plongent en profondeur, et puis toute la circulation thermohaline, c'est le régulateur thermique de la Terre. Donc, de très, très longue date, les physiciens, les océanographes physiciens, essayent de quantifier la part de chaleur accumulée dans l'atmosphère qui est absorbée dans les profondeurs. Et aujourd'hui, on sait que l'essentiel de l'effet de serre d'origine humaine, lié aux émissions de CO2 essentiellement, est absorbé par les eaux profondes, et puis une part conséquente du CO2 émis, qui lui est dissous aussi dans l'eau de mer et qui est donc, entre guillemets, séquestré dans des eaux à plus de 1000 et même plusieurs milliers de mètres de profondeur, où on considère qu'il est isolé de l'atmosphère. Donc, on n'aura pas des échanges permanents, mais qu'on aura éliminé une partie de cet excès de chaleur et de CO2. Et donc, ça, c'est la première partie. Et le GIEC s'est toujours intéressé à ça. C'est partie de la machine thermique planétaire. Par contre, la question des écosystèmes profonds et de leur vulnérabilité face à ces perturbations,
elle est plus récente. Et je pense que le premier rapport qui s'est intéressé vraiment un peu en détail à ça, c'est celui du SROC, c'est-à-dire le rapport spécial Océan et Cryosphère en réponse au changement climatique, qui a été publié en 2019, il me semble, donc dédié à l'océan, et qui là permettait de regarder un peu plus près ce qui se passait en profondeur, qu'est-ce qu'on connaissait, qu'est-ce qu'on pouvait projeter, des modèles qui existent actuellement, des modèles des océanographes physiciens et des climatologues, et de voir qu'à échéance de quelques dizaines d'années, il pouvait y avoir des changements majeurs de température, de concentration en oxygène. Alors, je dis majeur, mais on sait on considérait jusqu'à à ce moment-là, en tous les cas, que les eaux profondes étaient assez stables et que les changements étaient très, très, très faibles, très lents, quelques dixièmes de degrés par an, ou par décennie plutôt même. Donc, quelque chose qui était peu impactant pour le vivant. En réalité, on voit que sur plusieurs décennies, ça commence à compter, et même si on n'est pas encore en dessous du degré dans certaines régions, on peut être à la limite de tolérance thermique de certaines espèces. En zone polaire, par exemple, on va avoir pour certaines espèces qui vont pouvoir coloniser des espaces dont elles étaient complètement exclues, des prédateurs, type araignées de mer, des crustacés, ils vont ratisser en fait des espaces sur lesquels ils étaient jusqu'à présent, ils n'étaient pas capables d'accéder jusqu'à présent. Donc il y a des seuils comme ça, et c'est ça l'important. C'est pas tellement la vitesse de changement ou la portance du changement, c'est pour un écosystème, est-ce que ça va dépasser les fluctuations naturelles sur les dernières centaines de siècles ou décennies, et est-ce que du coup on peut avoir un changement de la composition des communautés sur le fond, et du coup, toutes les fonctions de l'écosystème peuvent être perturbées. Et c'est vrai aussi pour les coraux profonds. Là encore, dans les premiers rapports, même à la COP21, je me souviens, on considérait que les coraux profonds, ils étaient dans des eaux stables, froides. Ils n'avaient pas de problème de blanchiment. De toute façon, ils n'ont pas d'algues, donc ils n'ont pas de symbiose avec les algues. Le phénomène blanchiment, il n'a pas de lieu d'être, mais pour autant, il y avait quand même des questions sur la vulnérabilité à du réchauffement. Et l'idée, c'était que finalement, ils étaient peu sensibles à ça. Et en réalité, on voit que de la même façon, il y a des régions en Méditerranée où les eaux profondes sont très chaudes, à 13 degrés. Le fait de changer même d'un petit degré une zone, 1 ou 2 degrés, peut complètement affecter ou approcher de la limite de tolérance. Et là, si on voit disparaître les coraux, on voit disparaître, en effet, comme l'a dit Guilain, toutes les espèces associées et toutes les fonctions de l'écosystème associées. Et puis, finalement, en profondeur, il y a d'autres seuils et d'autres facteurs qui sont encore plus critiques, c'est l'oxygène. Les eaux profondes, elles ne sont pas mélangées et exposées à l'atmosphère, elles perdent l'oxygène. Alors, ça se fait de manière progressive parce que les eaux de surface sont moins froides, elles captent moins d'oxygène. Donc, un phénomène qui, là encore, peut être lent, mais atteindre certains seuils. Et dans certaines régions qui sont déjà en déficit d'oxygène, les zones de minimum d'oxygène, on peut atteindre, on voit ces espèces de bulles d'eau faibles, peu oxygénées, qui s'étendent vers la surface, mais aussi vers le fond. Et ça, c'est un phénomène critique qui est plutôt dans la gamme 500 000, 1500 mètres, et qui peut avoir, là, pour le coup, des conséquences radicales sur les communautés des fonds. Donc, il y a des choses qui nous échappent parce qu'en fait, on n'observe pas ça. On voit le blanchiment d'un récif corallien tropical, on peut l'observer. Là, pour le coup, non seulement, comme l'a dit Marie-Françoise, on ne connaît pas beaucoup le fond des océans. Pour savoir où il y a des coraux, il faut avoir une cartographie avec de l'image qui a été faite à quelques mètres du fond, sinon on ne voit rien dans l'eau. La capacité des caméras et de l'imagerie est limitée. Donc,
à quelques mètres au-dessus avec une vitesse de l'ordre de 2 km par heure. Donc, on imagine que les zones qui sont cartographiées aujourd'hui, très finement, pour savoir quelles sont les espèces présentes et encore plus savoir comment elles évoluent dans le temps, c'est vraiment des confettis sur le fond des océans. Donc, à partir de là, là où il y a des risques, des seuils qui peuvent être liés au forçage, aux contraintes liées au changement climatique, c'est assez difficile de les identifier. On sait étudier la vulnérabilité des espèces par des études en aquarium, transposer ça et valider ça sur le terrain directement dans le milieu naturel où il y a beaucoup de facteurs qui jouent ensemble et des fluctuations temporelles qu'on sait plus ou moins décrire, pas toujours très bien, des sources de nourriture qui peuvent varier aussi, parce que tout ce qui se passe en surface, le plancton qui se forme en surface et qui alimente certains écosystèmes, notamment ceux des récifs de coraux profonds ou de plaines abyssales, c'est pareil, ça change. Donc tout ça, c'est des combinaisons qu'il faut chercher à mieux décrire et des mécanismes qu'il faut comprendre. Et pour ça, en fait, là, je crois que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, les coûts actuels de la recherche d'un navire pour aller sur une campagne, rester un mois sur une zone, faire de l'expérimentation. Alors, si on veut aller au-delà de 200 mètres ou 100 mètres de profondeur, comme Guylain l'a décrit, c'est déjà une grosse expédition dans the pole. Je pense que les moyens sont déjà considérables avec un navire qui est petit, mais quand on y va avec un navire de de plus de 50 mètres ou 80 mètres de long, une équipe de 20 scientifiques, des engins sous-marins, des équipes, ça devient assez considérable. Donc, ça permet en fait de faire avancer la connaissance sur des choses très spécifiques. Par contre, ça ne répond pas forcément aux besoins actuels, qui est de mieux connaître la vulnérabilité et lier ça à des besoins de protection. Je pense par exemple, l'extension de la réserve Saint-Paul et Amsterdam, sur lequel on était un certain nombre à discuter l'année dernière, qui inclut des zones profondes qui sont peu explorées, sur lesquelles il peut y avoir des seuils d'influence climatique, et pour lequel il faudrait réfléchir à d'autres stratégies, en effet, avec des moyens peut-être plus légers, avec un partage des moyens à la mer et des moyens sous-marins, avec une connexion aussi avec des choses qui sont moins profondes sur les flancs des volcans, à Saint-Paul et Amsterdam. Et ça, c'est vrai partout, dans beaucoup d'endroits du Pacifique, de l'Atlantique, toutes ces zones d'interface, un peu ce que j'appelle le profond côtier, c'est-à-dire la prolongation en fait du plateau sur le flanc des îles volcaniques, mais aussi sur le tombant des plateaux continentaux. Il y a les canyons sous-marins, et où là on a des gradients de profondeur très marqués qui prolongent ce que Guylain a décrit, et où on va avoir la même chose, des interfaces, des seuils, des écosystèmes qui changent avec des seuils très marqués et des espèces nouvelles spécialisées qui apparaissent et qui jouent un rôle fonctionnel important. Après 200 mètres, où il n'y a plus de photosynthèse, après 1000 mètres, où la pression commence à jouer un rôle important, après 2000 mètres, où on va avoir des espèces spécialisées, mais qui sont du coup connectées aux masses d'eau profondes, qui ont moins de connexion avec la surface, éventuellement qui vont être utiliser d'autres ressources d'énergie comme les sources hydrothermales, donc de la symbiose avec des bactéries. Enfin voilà, cette diversité-là, on la connaît peu, et on se pose aujourd'hui la question, de sa protection, puisqu'il y a des enjeux d'impact direct et des enjeux climatiques qui se combinent. Donc, en effet, il faut être innovant en tous les cas, il faut se rendre compte d'où on est, qui est vraiment extrêmement peu avancé dans ce genre de connaissances.
Merci beaucoup Nadine, très éclairant pour essayer de résumer un petit peu ce que vous avez pu dire tous les trois. On a une connaissance scientifique sur le profond qui avance, mais qui reste beaucoup trop parcellaire par rapport à l'immensité des connaissances qu'il nous reste encore à accumuler. Des sujets de recherche qui sont passionnants, mais très difficiles d'accès. Donc, on a aussi une technicité de la recherche qui est énorme et un coût financier lié très important également. Et du coup, je crois un message partagé un peu par tous les trois qui appelle à plus de coopération internationale pour favoriser cette recherche, pour mieux comprendre ce dont on parle et des outils politiques également pour pouvoir protéger avant de détruire, si je comprends bien. Ce qui nous fait une très bonne transition pour donner la parole à Ludovic. Ludovic, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, toi, tu es responsable du programme Vie des océans au WWF France. Et il y a un peu plus d'un an, nous étions tous ensemble au Congrès mondial de la nature pour parler de tas de sujets, et notamment d'océans profonds, dans le cadre du Congrès mondial de la nature. Et le WWF, au moment de cet événement international, avait soutenu la proposition d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça? Oui, merci pour l'introduction, Anaïs, et merci aussi pour les premières interventions qui étaient passionnantes. Moi, je vais donner un point de vue un peu plus... je vais descendre jusqu'au plancher océanique, hein, c'est-à-dire là où il y a une convoitise des ressources minières profondes, hein, avec des minéraux nickel, cobalt, manganèse, qui intéressent aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, puisque ces minéraux sont absolument nécessaires pour l'économie de demain qui sera décarbonée, enfin qui doit être le plus décarbonée possible. Donc, pour tout ce qui est pour tout ce qui est fabrication de batteries, essentielles évidemment pour tout ce qui est mobilité, pour tout ce qui est fabrication également de matériel de communication, nous le voyons bien, Internet a changé le monde, nous disions il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, vous voyez bien, avec l'implication jusqu'au vote des démocraties. Donc, cette nouvelle société ultra connectée et décarbonée, eh bien, contre toute attente, je dirais, il y a peut-être quelques dizaines d'années, aujourd'hui, elles souhaitent, en tout cas les entreprises et les États, souhaitent se connecter, si je peux me permettre, à l'océan profond. Alors, comment cela se fait-il? Tout simplement, à chaque fois, c'est une question économique, tout d'abord, hein. À partir de quand il va être économiquement rentable d'aller exploiter les fonds marins. L'avenir nous le dira exactement, puisque aujourd'hui, les mines sont à ciel ouvert, donc dans des pays assez diversifiés dans le monde. Alors, je fais une petite parenthèse. Attention, souvent nous entendons parler des terres rares, ensuite des métaux rares, donc que la Chine possède tous ces métaux rares. Attention, il y a un certain nombre de métaux qui existent de par le monde, avec en effet des zones dans lesquelles nous allons en trouver plus que dans d'autres, comme le cobalt en République démocratique du Congo, le lithium en Bolivie. Et c'est vrai que il y a souvent la confusion entre l'exploitation et la présence. C'est-à-dire qu'en effet, la Chine a fait ce qu'on appelle en anglais un saut de grenouille, puisqu'ils ont anticipé il y a une trentaine d'années le passage à cette industrie décarbonée. Voilà, ils l'ont anticipé, ils ont commencé à faire l'exploitation de ces terres rares qui ne se trouvent pas uniquement dans ce pays, mais c'est pour ça qu'ils ont accumulé d'abord une expérience. Et même si les conditions écologiques sont souvent assez désastreuses, et également les conditions sociales, force est de constater qu'il est vrai que
toute cette exploitation de ces ressources dont nous avons besoin jusqu'à aujourd'hui, en face d'un écran, se passe souvent dans des conditions sociales assez difficiles. Donc ça, c'est un argument des industries de l'exploitation des ressources minières profondes en disant, écoutez, regardez, finalement, autant aller au fond des mers, vous mettez une sorte de grand aspirateur, c'est tout propre, c'est tout beau. En plus, le terme aspirateur donne toujours l'impression d'une propreté qu'il y a derrière. Quand il passe, ensuite, tout le monde se sent bien. Et en fait, non, c'est pas parce qu'on va aller chercher d'autres ressources plus bas, plus profondes, qu'on va s'empêcher de continuer à exploiter sur le terrestre. Donc ça, ce sont des arguties de vendeurs qui veulent vendre leurs machines et qui veulent faire des activités économiques avec un profit à la clé. Et comment font les États par rapport à cela? Les États, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. C'est la concurrence entre les États. Il y a encore cet esprit des Lumières qui est évidemment important, de la science dont nous sommes les produits hein, autour de cet écran. La science, nous en avons besoin, le progrès également. Il a apporté évidemment beaucoup d'avancées techniques, sociales, médicales. La question du progrès qui se pose actuellement, elle est de plus en plus accrue, nous le savons bien, puisqu'elle met en danger l'existence même, donc non pas d'une seule espèce, en l'occurrence l'espèce Homo sapiens sapiens, mais de milliers d'espèces, comme vous le savez, puisque la référence en termes de biodiversité au niveau international, l'IBES, donc l'équivalent du GIEC dans lequel Nadine se trouve pour la biodiversité, estime, enfin, en tout cas, ce sont des projections scientifiques, il pourrait y avoir la disparition d'1 million d'espèces d'ici 2050. Donc, force est de constater qu'il est nécessaire de prendre des mesures qui soient fortes pour passer d'une économie linéaire, c'est-à-dire d'exploitation de ces ressources, qu'on retrouve très bien d'ailleurs avec l'exploitation des ressources minières profondes, je dis avec ces gros... J'ai dit des gros aspirateurs, mais en fait, c'est plutôt des engins de chantier public qu'on retrouve au fond des mers. Bon, les gens qui travaillent dans le profond sont habitués au caractère assez gigantesque des expéditions. Nadine et Françoise, bon, les trois personnes qui ont parlé avant moi le savent encore mieux. Mais c'est vrai que face à ce gigantisme, en fait, ce que nous essayons, nous, WWF et d'autres organisations, notamment l'UICN, c'est de dire rentrons dans une économie circulaire. Alors, rentrer dans une économie circulaire, évidemment, c'est difficile, puisque à l'instar du plastique, si vous voulez avoir beaucoup plus de plastique, d'être au-delà des 10 à 30% de plastique recyclé, évidemment, il faut moins les mélanger. Et pour les besoins du marketing, en général, ils sont mélangés pour avoir des produits qui sont plus beaux à voir, c'est-à-dire qu'on prend, hop, on met, moyennant quelques dollars ou quelques euros de monnaie locale, qu'on met dans sa poche, et tout d'un coup, on se sent libre et connecté, et on a ce désir immédiatement rassasié par l'acte de consommation. Et donc, en effet, passer à l'économie circulaire, c'est difficile parce qu'également, dans le domaine des batteries, dans le domaine, le recyclage n'est pas toujours facile, il est parfois bien plus coûteux que de se procurer des matériaux qui sont neufs. Et c'est souvent là que le bât blesse, évidemment. Une nouvelle fois, c'est le coût économique, parce que c'est vrai que nous avons tendance, en tout cas, nous avons fini par croire qu'Homo sapiens était essentiellement Homo economicus. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'il est quand même régi Homo sapiens par des règles, il habite dans des sociétés avec des niveaux d'accès à la liberté plus ou moins importants, des démocraties jusqu'au système totalitaire, et donc ces États qui sont en charge de prendre des décisions se posent la question d'aller ou pas vers cette exploitation. Et comme je le disais en introduction, la dynamique de ces États, c'est la concurrence qui prime. C'est ne pas vouloir être derrière les autres.
D'ailleurs, l'Institut français d'exploitation des ressources marines, l'IFREMER, est dans cette logique, on peut tout à fait le comprendre, hein, ils ont 2 licences d'exploration sur la médio-dorsale atlantique, et puis également dans le Pacifique, c'est être là plutôt que ça soit les autres. Bien sûr, c'est une logique qui peut tout à fait se comprendre au niveau des États et dans le progrès. Évidemment, on le voit bien, les innovations, les premiers qui sont devant, il ne faut pas l'être avant les autres, complètement avant, il faut être au bon moment pour pouvoir exploiter au coût économique qui permet de tirer son épingle du jeu. Donc, il y a une concurrence internationale avec beaucoup de pays qui finalement, un certain nombre de pays comme la Belgique, par exemple, puisqu'ils ont une entreprise très dynamique dans ce pays qui va être plutôt en faveur. Il va y avoir des pays comme le Japon, la Chine, évidemment, qui se positionnent plutôt en faveur. La France est hésitante avec un discours, des évolutions du positionnement de la France. Je n'entrerai pas dans le détail, mais avec une ligne continue, je dirais, qui est celle de l'exploration, qui avait été annoncée avec France 2030 dans le cadre du président de la République Macron lors de son premier quinquennat, et puis un revirement à Lisbonne lors de du sommet de l'océan, enfin disons les grandes journées de l'océan en lien avec l'ODD 14 à Lisbonne, avec le président de la République Macron, donc deuxième quinquennat, qui dit en anglais qu'il est en faveur de la création d'un cadre international pour stopper l'exploitation minière profonde. Bon, en tout cas, la position de l'État français à l'autorité internationale des fonds marins, c'est-à-dire l'organe des Nations Unies en charge de la mise en place des règles d'exploration et d'exploitation. Et alors, exploration, on va voir ce qui peut s'y passer, et exploitation, on met les machines. La position de la France, en tout cas, aux dernières réunions de l'Assemblée générale de l'AIFM, donc juste après le discours du président de la République, était en faveur plutôt de prendre du temps pour mettre en place pour mettre en place les meilleures dispositions pour que le code minier, c'est-à-dire que le code d'exploitation, soit le plus précautionneux vis-à-vis de l'environnement. Donc ça, c'est normal. Dans les processus internationaux, il y a toujours des revirements, des positionnements qui peuvent être contradictoires, et c'est propre à la diplomatie internationale, avec des temps de négociation qui sont longs. Donc pour conclure, je dirais que cette thématique, à l'instar de beaucoup de thématiques océans qui ont émergé depuis les préoccupations pour sauver les baleines jusqu'aux marées noires, ensuite à la protection, ensuite à Océan et Climat. De notre point de vue, c'est le sujet qui sera crucial dans les années et décennies à venir, puisque ce sera aussi une façon de faire comprendre, ou plutôt le grand public se rendra compte que nous sommes liés à l'océan. Et donc là, nous sommes au sein, entre guillemets, d'une même chapelle, donc de convaincus. Nous savons que nous sommes liés à l'océan complètement, c'est-à-dire en tant qu'être vivant par le climat, par la biodiversité. Et là, les gens vont se rendre compte, peut-être, combien, je ne sais pas, mais en tout cas dans leur voiture électrique, avec leur téléphone portable et leur maison connectée, pour les populations les plus riches et les plus aisées, et c'est celles qui consomment le plus et qui ont l'impact le plus fort sur la planète, comme chacun le sait, se rendront compte peut-être un jour, une illumination au feu rouge en se disant « je dépends de l'océan, je ne me rendais pas compte ». Et donc, l'avenir nous dira s'il y a nous continuerons la bataille, en tout cas, pour pousser les États à aller sur une économie circulaire et ne pas aller toujours plus loin, plus profond, puisque ce n'est pas un Eldorado, justement. Le temps de l'Eldorado est passé, c'était celui des colonies, des colonisations,
des grandes épopées, en effet, scientifiques. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de grandes épopées scientifiques, mais qui aillent vers des orientations qui permettent de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et qui évitent la perte de biodiversité. Et c'est là les grands enjeux de la science d'aujourd'hui et de demain. Et ça commence par des enjeux politiques qui doivent réguler les appétits des entreprises qui ont par définition comme objet social de faire du bénéfice, mais à chacun son rôle, et donc aux États d'agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ludovic. Là encore, on a un message qui converge avec le reste des prises de parole. Donc oui, à plus de soutien à la recherche, mais aussi à la recherche et au développement, histoire que le secteur économique soit en capacité de mettre en place cette économie circulaire dont tu parlais. Et voilà, c'est toujours ce principe de précaution, protégeons avant de détruire, protégeons pour pouvoir mieux connaître et ne laissons pas en effet les intérêts économiques être les seuls à dicter la marche à suivre au niveau politique. Je crois que c'est à peu près le résumé de ce que tu as voulu dire. On va pouvoir passer maintenant aux sessions de questions-réponses. Alors, j'invite les spectateurs à continuer de poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Je vous invite également, vous, panélistes, à prendre la parole pour rebondir sur quelque chose qui vous aurait impacté, un commentaire que vous voudriez faire sur les présentations des autres panélistes. Mais avant ça, on va commencer par une question pour Guylain. Guylain, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'adaptation de techniques de forêt à terre à forêt en mer et les difficultés techniques d'adaptation? Voilà. Tout à fait. Alors, je vais partager mon écran pour cela. Voilà, vous voyez mon écran là? Ouais. C'est un slide qui illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour étudier les arbres, pour étudier les forêts, il y a différentes techniques qui ont été développées par le passé, par les scientifiques. On pense par exemple à la coupe du tronc d'un arbre, où en comptant les stries, on peut voir son âge. Bon, c'est exactement la même chose qu'on va observer chez les coraux. Il y a des critères de morphologie, par exemple, l'adaptation des arbres à un climat, par exemple, ou l'adaptation des coraux à la profondeur, qui va les voir, par exemple, s'aplatir pour capter davantage de lumière. Là, il y a le phénomène de densité qu'on va pouvoir transposer, en fait, la distance entre différentes structures tridimensionnelles selon leur taille, selon les espèces proches qui vont, à partir d'une certaine densité, générer des forêts. Les phénomènes de reproduction, il y a cette image des pétales qui partent dans le vent, des pollens qui partent pour reproduire les espèces végétales les unes avec les autres. L'analogie avec les coraux qui relâchent des larves une fois par an ou plusieurs fois par an, selon, elle est très forte en fait. C'est exactement les mêmes phénomènes qui se passent, un phénomène de dispersion. Et puis, l'étagement de la vie, tout à l'heure, je mentionnais sur une forêt tropicale, les espèces, les groupes qui vont être différents selon l'altitude, quelque part. Et on va retrouver exactement la même chose, par exemple, sur un récif corallien, avec ces espèces qui vivent au-dessus, qui montent parfois dans la colonne d'eau. Et ça, d'ailleurs, ça peut varier extrêmement fort selon la période du jour ou de la nuit, selon les espèces, mais aussi selon l'activité, selon qu'on est sur une activité, par exemple, de reproduction ou de prédation. Voilà. C'est quelques éléments qui nous avaient été présentés par les scientifiques avec lesquels on travaille, Lorenzo Bramanti au demeurant, mais je pense qu'il illustre très bien en image ce que je voulais dire par là. Le parallèle est super intéressant. On a tendance à oublier tout ce qui se passe sous l'eau, mais en fait, c'est sûrement au moins aussi impressionnant que ce qui se passe sur Terre. Donc, ce match photo est intéressant. C'est la première fois que je vois ça et
C'est assez parlant. Merci beaucoup, Guylain. On a deux questions pour Marie-Françoise Lalancette qui tournent en fait autour du partage des connaissances. Donc, dans les datas et la cartographie que le CHUM expérimente dans les zones économiques exclusives françaises, mais aussi au-delà, quelles sont les données qui en fait sont partagées? Et puis, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui ne sont pas partagées puisqu'on parle quand même de sécurité nationale. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, toutes les données qui sont prises, enfin qui sont acquises pour d'autres pays sont complètement partagées avec ces pays-là. C'est-à-dire que l'autorité cartographique qu'on peut avoir sur certaines zones, elle se fait dans le cadre de l'Organisation hydrographique internationale. Et dans ce cas-là, on aide les États en fait à couvrir leur zone de responsabilité. Hein. Ça, c'est tout à fait transparent. Et on a aussi, je voyais la deuxième question sur laquelle je peux rebondir, en matière d'enseignement. On a donc une L3 maintenant qui s'appelle une L3 en fait, donc Bac+3, une licence d'hydrographie que l'on a créée avec l'Université de Bretagne occidentale. Et on a maintenant une vingtaine d'étudiants à peu près par an et un très fort intérêt des élèves d'ailleurs pour cette licence. Et après, ils continuent donc en master et souvent en thèse. Et sinon, ils continuent aussi en école d'ingénieur à l'ENSTA Bretagne, où on a là un parcours donc, de cadre A d'hydrographie, on va dire, d'ingénieur en hydrographie. Et pareil, là, on forme soit des hydrographes purs, soit ils basculent en océanographie. Et on a pareil à peu près une vingtaine d'étudiants dans ces cursus. Donc, pour le CHUM, c'est très important à la fois de former les jeunes et d'ouvrir aussi à la francophonie et aux pays en fait, qui n'ont pas les moyens. On aide en fait pas mal de pays. On reçoit des Africains, un certain nombre de gens de pays par des accords en fait hydrographiques, et on les forme effectivement à un niveau, on va dire catégorie B ou catégorie A en hydrographie. D'accord, donc le partage des connaissances quand même dans l'ADN aussi du CHUM. Oui, tout à fait. Et on a maintenant développé une plateforme aussi, un portail sur lequel on met à disposition toutes les données qui nous est possible de mettre. Alors évidemment, on a des données qui vont être protégées, certaines pour la défense nationale, mais la plus grande partie, en fait, sont mises à disposition. Et pour trouver des modèles numériques de terrain, des données de notre activité, on va dire, ancestrale, un petit peu, c'est les marégraphes, par exemple. Tous les niveaux de hauteur de mer, et c'est à partir de ces données-là qu'on a commencé à voir l'élévation du niveau de la mer. Et c'est vrai que tout ça, c'est en ligne. Maintenant, il n'y a plus aucune barrière. Voilà. Les ressources du CHUM. Tout à fait. Je vous invite à le faire. Moi, j'ai participé, j'ai eu la chance de voir les animations du CHUM à l'expo La mer XXL à Nantes, il y a de ça 3 ans, et j'ai appris des choses sur la bathymétrie, c'était passionnant. Donc, je vous invite à aller consulter les ressources du CHUM, ainsi que du CNRS, ainsi que d'Under the Pole, et évidemment du VVF sur toutes ces questions. Je me rends compte que le temps a filé vite, parce que c'était très intéressant. Donc, merci à tous déjà. Pour clôturer, je voudrais à tous vous poser la même question. Si vous deviez laisser un message sur l'océan profond, faire un commentaire, nous partager une vision ou même une recommandation, quelle serait-elle? Voilà, quel est votre mot de fin avant de clôturer cet événement? Et je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui veut commencer. Ou sinon, je lance Nadine sous le bus, car ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu. C'est moi. Oui, justement, moi je pense qu'il y a un vrai message chez Open Science, la science ouverte,
Et la science ouverte, c'est bien partager les données, comme l'a dit Marie-Françoise et tous les autres, mais c'est aussi co-construire ensemble des connaissances en s'appuyant sur ce qui existe aujourd'hui. Alors, il y a tous les petits équipements, outils, caméras, etc., qui deviennent accessibles. Il y a une démocratisation de cette technologie, alors avec tous les biais et toutes les conséquences que Ludovic a mentionnées, mais de fait, même avec des outils reconditionnés, on peut aller mettre une petite caméra sur le fond ou sur un filet de pêcheur qui va descendre à 300 mètres ou à 500 mètres. Je ne parle pas de la pêche industrielle grand fond, hein. Mais il y a des choses qui se font un peu partout dans le monde, et en particulier dans les pays qui n'ont pas des flottes océanographiques et de recherche complètement développées. Et je pense que cette dynamique-là, qui participe à d'autres, enfin, qui s'intègre dans d'autres dynamiques sur l'étude de la biodiversité, c'est-à-dire que les citoyens peuvent à la fois fabriquer leurs propres outils d'observation, ramener ou partager les données et avec des chercheurs, donc participer à l'acquisition de connaissances, participer au développement des outils. Et on peut aussi mobiliser des gens qui ne sont même pas sur le milieu marin par le traitement de l'image, par l'analyse des données qui sont acquises. Et je pense que ça, c'est très, très important, et j'espère que, y compris dans la formation universitaire, on arrivera à développer ce volet-là pour connecter les citoyens plus à l'océan des profondeurs. Ça sort un peu du club très fermé des nations riches et des labos de recherche qui ont accès. Voilà. Merci Nadine. Ludovic, est-ce que tu veux nous partager un commentaire de fin? Ouais, c'est une formule qui est déjà un peu usitée, mais c'est science en conscience, c'est-à-dire que je pense que la difficulté, elle est quand même d'engager un changement assez fort à tous les niveaux, qui soit du personnel jusqu'au politique, hein, c'est-à-dire, mais également au niveau scientifique. Et je pense qu'il y a une réflexion que vous devez avoir, mais bon, certains ne l'ont pas, cette réflexion, ou alors il faut mettre encore plus d'énergie pour faire en sorte que ce sujet qui est de l'écologie, enfin, devienne central. Et il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, voilà, bon, on poussait timidement ces sujets, hein. L'écologie, ça a une soixantaine d'années, et encore, donc ça fait 3 générations à peu près, même si on peut dire la personne, l'historien, Monsieur Fressos du CNRS, montre que depuis le début de l'industrialisation, il y a toujours en fait des populations qui sont opposées à des projets, et qu'on peut dire en fait que, et on sait très bien aussi qu'il y a des gens déjà qui ont poussé ces sujets il y a très longtemps d'un point de vue scientifique, hein, avec déjà une réflexion sur le gaz à effet de serre presque à la fin du 19e. Mais, et donc la science a ce rôle, et je pense que science et société, comme le fait la plateforme Océan et Climat, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'aspect très militant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de bien choisir ses combats. Et dans le mot combat, on pourrait dire que c'est peut-être antinomique de scientifique, mais peut-être pas, vu l'urgence à laquelle nous devons nous affronter. Merci. Merci Ludovic. Marie-Françoise, je vois que ton micro est ouvert. Oui, je l'avais laissé ouvert. Mais bon, moi, je rebondis un petit peu sur ce que dit Ludovic et Nadine, hein, mais c'est ce qu'a dit Guylain au début, c'est une phrase de Cousteau: on protège ce qu'on aime, on protège bien ce qu'on aime et ce qu'on connaît, hein. Et je pense qu'il faudrait dire, enfin, il faut vraiment donner accès à cette connaissance, mais à toutes les populations. Et même les populations qui ne sont pas, justement, les populations qui finalement ont peu d'impact, hein, sur le réchauffement climatique, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Et ça, c'est important. Et en même temps, comme disent nos cousins québécois, conscientiser un petit peu les gens, hein, parce que sur
sur le numérique, sur son smartphone, etc. Parce que moi, j'ai mis sur une des diapos un enjeu, c'est si on veut connaître, on va avoir le big data, on va avoir plein de données, donc il va falloir avoir des data centers aussi pour travailler là-dessus, etc. Mais c'est quoi l'objectif? Enfin, ça aussi, il faut le faire avec conscience, parce que si on fait des data centers pour pouvoir traiter toutes ces données, ça aura un impact. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment la prise de conscience, et ça, Ludovic l'a très bien dit, mais une prise de conscience sur toute la chaîne, quoi. L'océan est au centre peut-être parce qu'on veut le défendre, et c'est quelque chose, c'est vrai qu'on ne le connaît pas, c'est un objet qu'on connaît moins bien que d'autres, mais toujours avec mesure, quoi, et avec conscience, quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Et du coup, le mot de la fin pour Guylain. Alors, mot de la fin, je ne sais pas. Peut-être, moi, deux idées en tout cas que je voudrais partager. La première, c'est l'importance, je pense, du principe de précaution. Je reprends là notamment les propos de l'UICN. On ne connaît pas bien le fonctionnement et les limites des écosystèmes qui nous entourent, au demeurant marins, en particulier mésophotiques, pour ceux que je connais un petit peu plus. Et l'application de ce principe de précaution paraît quelque chose d'élémentaire et de bon sens. Le deuxième point, évidemment, et je pense que ici tout le monde l'a déjà formulé, c'est la nécessité de pousser les études. La porte qu'on a entrouverte dans notre domaine, dans l'étude des écosystèmes mésophotiques, laisse à penser finalement qu'on n'en connaît qu'une toute petite partie, mais qu'il y a une interaction forte entre les différents étages, et évidemment très certainement avec les couches plus profondes qui sont la spécialité d'autres chercheurs. Donc l'étude, la connaissance, et puis l'intégration, une fois la connaissance acquise, dans les mesures de conservation auprès des États, auprès des institutions, auprès des ONG qui œuvrent à pousser ces mécanismes de protection. Pour ça, on a besoin d'études d'impact aussi, impact environnemental, qui soient indépendantes et puis qui soient transparentes. Et je terminerai simplement sur un mot. Je pense que la mer, les océans, nous rappellent à quel point aussi il est important de rester humble face à la nature. Je pense que toute personne qui a été en mer a ressenti la puissance en fait de l'océan, de la mer, des éléments. Parce qu'elle nous dépasse totalement, et c'est très facile de le percevoir quand on est en mer. De la même manière, je pense qu'on est au bord d'un abîme en montagne, parce que ça vient impacter en fait nos sensations. Voilà. Et peut-être c'est un peu ça qui fait défaut parfois. On oublie la question des sensations, du ressenti, et l'importance en fait qu'a la nature dans notre relation à la planète. Voilà. Donc plus d'humilité, plus de contemplation, et certainement ça nous aidera à enrichir les politiques environnementales de nos institutions et de nos gouvernements. Merci beaucoup, Guylain. Et voilà, un message de fin qui est plutôt, je trouve, à l'image de l'événement d'aujourd'hui. Vous êtes tous venus apporter votre pierre à l'édifice avec une expertise à chaque fois complémentaire, mais à chaque fois différente. Et c'est tout l'intérêt de ces rendez-vous Océan et Climat, où on essaie de faire intervenir des experts de là où ils parlent à différentes positions. Mais je vois globalement que tout le monde converge dans le même sens, en tout cas. Donc, ça nous permettra de produire un contenu à l'issue de cet événement qu'on partagera bien évidemment avec l'ensemble des participants et des panélistes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à nouveau d'avoir participé. Merci d'avoir donné de votre temps, aussi bien pour les panélistes que pour les personnes qui ont assisté à distance. Voilà, la plateforme est toujours ravie d'organiser ce type d'événement, et on a hâte d'organiser le prochain. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée, un bon début de semaine.
et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. À À toutes et à bientôt. tous. À bientôt.